ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. En fait, c'est aussi ça qui nous anime, c'est la liberté. On peut décider d'avancer à tel endroit. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, office manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour Claude, comment vas-tu ? Bonjour Judy. Tu vas bien ? Ça va très bien. Merci de nous accueillir dans ton bureau chez Amaris Group à Saint-Herblain. Je vois pas mal d'affiches de bateaux, de photos de bateaux. C'est quelque chose qui te parle ? Tu es fan ? Bien, on est fan et puis sponsor d'un skipper qu'on accompagne depuis 3 ans et 2 ans sur le circuit Figaro. Et aujourd'hui, on est passé en classe 40. Et donc, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui puisque il est en pleine Transat Jacques Vabre en ce moment au large du Portugal. Ah oui, d'accord. Donc, on le suit sur la carto toutes les heures quasiment pour savoir où il est. Et aujourd'hui, en ce moment, il est en tête Ok, donc sur 40 bateaux. Donc plutôt c'est bien. bonne nouvelle. Ouais, super. Et pourquoi avoir choisi de sponsoriser un bateau ? Bien, il y a pas mal de valeurs communes. Le bateau, ça fédère. On a sponsorisé surtout une personne d'abord, Achille Nebou. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans et demi. Une rencontre un peu étonnante puisque ça se passait pendant le Vendée Globe 2020. Et le départ était au mois de novembre. C'était au moment du 2e confinement. Et comme on était en confinement, il y a eu plein de joueurs qui ont participé au Vendée Globe sur Virtual Regatta. C'est un jeu qu'on utilise avec notre téléphone et qui permet de participer au Vendée Globe, à la course. Et donc, il y a eu 1 million de joueurs, parce que je pense que les gens, ils avaient que ça à faire. et en fait, quand on est sur le jeu, eh bien, évidemment qu'on ne voit pas le million de joueurs, et on ne voit pas le million de bateaux, mais on voit que des navigateurs qui sont certifiés. C'est-à-dire des gens dont c'est le métier. Et à l'époque, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de sponsoriser un bateau, non pas en réel, mais sur le jeu. Et j'ai repéré il y avait une vingtaine de navigateurs certifiés. Et j'ai repéré Achille qui était certifié. Je l'ai contacté sur LinkedIn. On a eu une visio le soir. Et il a été surpris puisque c'était la première fois qu'on lui demandait ça. Et c'était la première fois aussi qu'il y avait un sponsor sur le jeu. Ah oui. Parce que c'était pas encore c'est pas culturel, quoi. Ouais. Et donc on a contacté Virtual Regatta et en fait on a réussi à mettre un bateau Amaris sur le jeu sur Virtual Regatta. Et donc l'histoire a commencé comme ça. Et il a terminé premier navigateur certifié sur la course. 72e, je crois, sur le million. Donc, c'est quand même une très belle performance. Et en fait, on s'est rencontrés ensuite physiquement à Lorient. Et il m'a fait part de son projet de Figaro, de courir sur le circuit Figaro. Et puis, eh bien, on a dit banco, ça peut être sympa en termes d'image pour Amaris. Et l'aventure a commencé comme ça. Et en fait, ça a fait pas mal de buzz et d'articles,
notamment dans Le Monde, Voiles et Voiliers, etc. Parce que c'était un navigateur qui passait du virtuel au réel et trouvait un sponsor juste avant Noël. C'était un peu un petit conte de fées. Et donc c'était plutôt sympa et ça a démarré comme ça. Et ensuite, bien, on est passé, on a fait 2 ans de partenariat sur Figaro. Ce qui est super important, c'est que il y a beaucoup de collaborateurs qui vont naviguer aussi sur le bateau. Cette année, il y en a quasiment 80 qui ont, pendant la période, des périodes qui sont consacrées aux relations publiques, eh bien, vont naviguer avec Achille et ils reviennent tous enchantés. Oui, j'imagine. Ils découvrent souvent un nouveau monde et quelque chose d'exceptionnel parce que c'est quand même des machines de course, hein, ça va très vite. Ça doit être une expérience. Donc voilà, et puis bien de fil en aiguille, on est devenu sponsor principal aujourd'hui et ça nous fait très plaisir qu'ils soient en tête en ce moment. À suivre. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est un partenariat qui s'est bien inscrit et qui, du coup, est amené à durer. Ouais, on est sur un plan à 4 ans jusqu'à la Route du Rhum 2026. Ok. Et puis ensuite, on verra après la Route du Rhum ce qui se passera. D'accord. Bon, alors là, on a eu l'occasion de parler de bateaux, mais est-ce que, pour commencer quand même, tu pourrais te présenter pour que nos auditeurs sachent qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, je suis Claude Robin, donc j'ai 56 ans, 2 enfants. Je suis expert comptable depuis 1997. J'ai fait une école de commerce à Paris et j'ai créé Amaris fin 99, début 2000, ex nihilo, tout seul. D'abord dans un bureau à Guérande. Et je suis resté tout seul pendant 9 mois avant d'embaucher ma première personne. Voilà. Aujourd'hui, Amaris, on est quasiment 550. Donc, on a vécu beaucoup de choses sur ces 20 ans et de belles choses, de belles aventures humaines et un parcours entrepreneurial qui a eu pas mal de rebondissements, comme tous les entrepreneurs. Je suis sûrement plus entrepreneur qu'expert comptable parce que j'aime bien créer des choses, faire en sorte que on crée nos propres outils quand ça n'existe pas sur le marché. Et donc, je serai peut-être amené à expliquer un certain nombre de choses après. Mais oui, les 20 ans peuvent... si j'explique 20 ans, ça peut durer longtemps. Donc. On rentrera peut-être un peu plus dans le cœur de certains sujets. Et j'ai une question. L'expertise comptable, c'était une vocation ou comment ça s'est présenté à toi? En fait, moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, puisque mon père travaillait au chantier de l'Atlantique, ouvrier, et donc je ne baignais pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais il y avait quelque chose qui m'animait, c'était je voulais faire une école de commerce. Et donc, j'ai réussi à la faire. Et de fil en aiguille, dans cette école de commerce, on pouvait passer en même temps les UV à l'époque, c'était le DESCF, qui est devenu des DSCG. DSCG. Voilà. Et donc, je passais ces UV parallèlement. Et j'ai trouvé le métier intéressant parce qu'il balayait beaucoup de choses que j'aimais bien. C'est au-delà des chiffres, au-delà des bilans, mais c'était beaucoup de relations clients, beaucoup d'expériences à vivre chez les clients, découverte de beaucoup de métiers. Et la découverte de ces métiers, c'est un métier plutôt sympa, l'expertise comptable, parce qu'on est ouvert complètement sur l'extérieur. Contrairement à par exemple, un médecin qui, lui, ne reçoit que des patients chez lui et donc est dans son métier de sachant. Nous,
on est peut-être des sachants, mais on est complètement ouvert sur l'extérieur parce qu'on va voir nos clients, on essaye de comprendre leur activité, et donc on est complètement dans tout ce paysage des TPE en France, hein, qui est super varié et donc très intéressant. Et c'est ça qui m'a plu, moi. Ouais, c'est sûr que la diversité du portefeuille te permet de découvrir plein de choses. Plein de choses. Ouais. Plein de choses et permet de faire des métiers complètement différents aussi, même dans l'expertise comptable. C'est-à-dire, quand on est expert comptable, bah, quand on discute entre confrères, eh bien, ils font pas le même métier que moi, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que chacun peut choisir un peu sa voie. Si on parle aux étudiants aussi, bah, chacun peut choisir sa voie et la voie qu'il aime. Et c'est ça que j'adore dans la réalisation du podcast de Génération Comptable, c'est que chaque expert comptable que je rencontre me raconte une histoire et un quotidien totalement différent qui est propre aux valeurs du cabinet, aux missions, aux clients, etc. Et moi je trouve ça génial, parce que c'est inspirant, on peut facilement s'identifier à d'autres personnes. Voilà, et c'est vrai que c'est un métier qui si on le souhaite, peut être complètement varié. On peut créer des choses complètement nouvelles, même dans un marché réglementé. C'est ce qu'on a fait, nous. Alors aujourd'hui, en France, j'ai vu qu'il y avait 19 000 sociétés ou associations d'expertise comptable inscrites à l'ordre. Et Amaris fait partie du top 50 des plus gros cabinets français. Est-ce que c'était une ambition ? Comment ça s'est réalisé ? Non, ce n'était pas du tout une ambition de départ. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai démarré l'expertise comptable, j'avais pas de réseau, puisque ma famille n'en avait pas. Donc, j'étais pas, entre guillemets, né pour avoir des apporteurs d'affaires naturels et être dans un milieu d'entrepreneurs qui faisait que j'allais avoir des clients assez facilement. Donc, il a fallu travailler autrement pour pouvoir faire en sorte de développer son activité. Et c'est toujours ce qu'on a fait chez Amaris, en fait. Comment se développer sans avoir de réseau. Et ça, ça oblige à se creuser les méninges et à sortir parfois du cadre. Et en fait, ça peut être une chance. Ouais. Une chance, parce que quand on est dans un réseau ou quand on a du réseau, c'est facile, le chiffre d'affaires rentre. Et à quoi bon se creuser les ménages pour aller chercher des clients, faire en sorte de créer des nouvelles activités. Mais quand on n'en a pas, on n'a pas le choix. Et donc, moi, j'ai toujours souhaité que, d'abord, la comptabilité, ça sert à quelque chose. C'est pas un truc d'enregistrement qui sert à faire une liasse fiscale, mais que ce soit utile pour le client, que ce soit utile pour lui de piloter les choses. Et ensuite, mon objectif, ça était de gagner du temps en production, de toujours gagner du temps en production pour avoir le temps d'accompagner les clients et de les conseiller. Et donc, depuis le début, c'est un leitmotiv. Et donc, en 2005, donc ça fait longtemps déjà, on développe une plateforme qui permet à nos clients de nous transmettre tous ces documents et nous, tout ce qu'on produit, on le met à dispo sur la plateforme. Donc ça peut paraître évident aujourd'hui, puisque globalement, tous les experts comptables le proposent, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'un peu nous affranchir des distances, puisque le client pouvait se connecter H24 sur sa plateforme, où qu'il soit, en France,
et pouvait consulter les documents qu'on lui avait transmis, qu'on avait produits. Donc ça peut être des bilans, des payes, des assemblées générales, etc. Et lui, eh bien, on était déjà dans la dématérialisation, puisque les documents qu'il nous transmettait pour qu'on fasse sa compta, eh bien, déjà en 2005, il nous les transmettait de manière dématérialisée. Et ça, eh bien, ça nous a permis ça a été la base et le socle de la première création qu'on a faite, qui s'appelait ECL Direct, et qui était en fait l'expertise comptable à distance. En fait, un peu comme la banque directe ou l'assurance directe. Le principe, c'est d'avoir une stratégie complètement web, d'avoir une visibilité sur le web et d'attirer des créateurs, des entrepreneurs qui cherchent un expert comptable. Et comme toute personne qui cherche un service, eh bien, donc ça c'était en 2007-2008, eh bien, il va sur Internet pour chercher son prestataire. Et donc, pourquoi pas chercher son expert comptable sur Internet. Donc, c'était complètement nouveau à l'époque, puisqu'on était quand même dans un moment où faire de la pub, c'était déjà un peu limite, enfin, c'était un peu étonnant. Il y avait un peu d'hypocrisie d'ailleurs là-dedans. Et donc, nous, on s'est dit, eh bien, on va créer ECL Direct. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait on a cofondé ça avec un autre expert comptable à l'époque. Et on est parti d'une feuille blanche en créant un cabinet ex nihilo, ECL Direct, stratégie full web. On obtient des leads sur Internet. Ces leads, on les traite par une force commerciale sédentaire dont le métier est de les transformer en clients. Et ensuite, quand ce lead devient client, eh bien, on les traite à distance, voilà, comme la banque directe ou l'assurance directe. Ouais. Ça s'adresse à des consultants, des prestataires de services, des TPE, moins de 2 salariés, et des clients qui sont un peu... qui connaissent bien l'informatique, quoi. Qui sont à l'aise avec les technologies. Surtout à ce moment-là, vu que c'était le début. Tu disais que vous étiez un précurseur de ça, vous étiez les premiers. On était les premiers. Ok. Et donc, 2007, on a démarré en 2008. Et en fait, ça a fortement démarré, un peu comme une start-up. Ouais. Et donc, on est monté, on recrutait 20-25 personnes par an à l'époque. Et en fait, on gagnait 50 à 100 nouveaux clients par mois, ouais, avec tout un process de production qu'il fallait mettre en face. Hein. Et c'est en ça où optimiser la production était important, parce qu'on gérait du volume. Et en fait, si on avait ce succès, c'est que ça correspondait à une demande et à un marché. Exactement, présenté à ce moment-là. Et donc là, on voit bien qu'on faisait un métier, on avait beau être expert comptable, eh bien, on faisait le métier différemment par rapport aux autres. Alors, on n'était pas forcément bien vu par la profession. On était pris pour les EasyJet, parce qu'en fait, on perturbait un marché bien établi. Et pourtant, on faisait notre métier normalement, sérieusement, avec toutes les règles qui s'imposaient. Mais eh bien, c'était la première fois qu'on vendait des lettres de mission par téléphone, quoi. Et là, il y avait les experts comptables hallucinés en disant « Mais comment c'est possible ?» Et en fait, comment c'est possible? Déjà, il faut avoir des bons commerciaux. Chose que dans la plupart des cabinets d'expertise comptable, il n'y a pas de commerciaux. Mais moi, je suis toujours parti du principe qu'il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits, et il n'y a jamais meilleur qu'un commercial pour vendre, jamais meilleur qu'un manager pour manager, et qu'un expert comptable pour conseiller. Mais un expert comptable, il ne peut pas tout faire. Il n'est pas capable de tout faire. Et c'est souvent le problème qui se passe dans les cabinets d'expertise comptable, c'est que
eh bien, tout tourne autour de l'expert comptable. Ouais. Alors que nous, non. Nous, on est organisé comme une entreprise de service, comme n'importe quelle entreprise de service. Et donc, on essaye de mettre les bons profils aux bons endroits et de faire en sorte d'exploiter les potentiels de tout le monde. Et donc voilà, et quel que soit le diplôme. Et quand tu dis entreprise de service, tu fais référence à la structure du coup, qu'il y a des pôles communication. Quand on vend des prestations d'expertise comptable, quand on vend des payes, quand on vend du juridique, du conseil, on est une entreprise de service. Oui, d'accord, par rapport à ça. Voilà. Okay. Et donc, on doit être organisé comme n'importe quelle entreprise de service. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, on peut se développer, puisque tout ne tourne pas autour de l'expert comptable. Ouais. Et donc, quand tu dis, aujourd'hui, on est même dans le top 30, je pense, hein, mais quand tu dis comment c'est possible, mais c'est parce que, déjà, ça ne peut pas fonctionner si on ne fait pas confiance aux gens et si on ne délègue pas suffisamment l'ensemble des tâches. Et chez Amaris, la confiance, c'est la principale valeur. On fait confiance aux gens, on les rend autonomes, on fait en sorte qu'ils s'épanouissent. Et à partir de ce postulat, on peut grandir parce que chacun trouve sa place et exploite toutes ses compétences, quoi. Ouais. D'un point de vue personnel, j'ai vu que tu t'identifies comme quelqu'un de passionné et quelqu'un qui bouscule l'expertise comptable. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Bousculateur, ouais, c'est notre mot, c'est un peu notre raison d'être. On est une bande de bousculateurs chez Amaris. Et bande de bousculateurs, pourquoi ? Parce que, nous, et moi à l'origine, j'aime bien perturber ce marché bien établi, réglementé, etc. Et donc, bousculer les codes. On le voit bien, et même en matière de gouvernance. Dans la plupart des cabinets d'expertise comptable, je le répète, il y a toujours que les experts comptables qui dirigent. Dans les comités de direction, il n'y a que des experts comptables, etc. Mais nous, on ne part pas de ce principe-là aujourd'hui. On est encore une fois, si on veut exploiter les compétences de tout le monde, parmi nos associés, il y a une vingtaine d'associés, il y a 5 experts comptables. Dans le comité de direction, c'est pareil, il y a 3 experts comptables et les autres ne le sont pas. Ce sont des compétences complètement différentes. Et c'est ça qui fait la richesse de... en fait, le cerveau collectif, il faut qu'il soit nourri de différentes expériences. Et c'est ça qui fait qu'on peut avancer vite. Et donc, bousculer la profession, c'est justement créer un ECL direct ou faire en sorte de créer un nouveau logiciel. On a créé un logiciel qui s'appelle Fizen, qui est adapté aux TPE et notamment aux prestataires de services, basé sur les flux de trésorerie. Aujourd'hui, on doit avoir 5000 abonnés. Cet outil, à l'époque, il n'existait pas quand on l'a créé en 2011. Et c'était un outil, c'est un outil qui est banalisé aujourd'hui de par l'arrivée des banques en ligne, type Conto, etc., qui fait à peu près la même chose. Mais à l'époque, cet outil permet au client de piloter son activité, de faire ses factures, de faire ses devis, de suivre sa trésor, de faire un budget. Donc, en gros, il permet il y met ses pièces comptables en face, les dépenses et les recettes. Et donc, ça permet au client de piloter son activité. Et ça, c'est des outils qu'on a développés nous. En quelle année t'as dit ? Ça, c'était en 2011. Ah oui, bien en avance par rapport à... Et donc, ECL s'est développé par cet outil aussi, puisque
Nos clients étaient beaucoup de consultants, de prestataires de services. Donc, c'est de la même manière, sur le plan marketing, quand on bouscule, c'est-à-dire que, par exemple, avoir une stratégie web, eh bien, c'est embaucher des gens qui rédigent du contenu, une direction marketing, une direction com. On investit beaucoup dans ces postes-là, parce que c'est ça qui fait le trafic. Globalement, aujourd'hui, on a 800 000, sur tous nos sites internet, on a à peu près 800 000 visiteurs par mois. Donc c'est beaucoup. Et c'est parce qu'on a une politique SEO très forte, enfin SEO de contenu. Hein. Oui. Et donc cette visibilité fait que, eh bien, on a des leads qui irriguent aujourd'hui l'ensemble du groupe. Et aussi, ce qui est important dans notre stratégie, c'est d'aller où les gens ne vont pas. Enfin, encore une fois, hein, c'est toujours un peu la même chose. Et on parle de sales direct, mais aujourd'hui, un Amaris Immo, Amaris Immo, c'est une filiale dédiée à la location meublée. Donc ça, nos clients, ce sont des propriétaires qui louent en meublé leurs biens. Donc le marché, il est très important. Et ça, on a filialisé cette activité en 2013. Et cette activité, pourquoi on l'a filialisée ? C'était pour montrer qu'on était des pure players du secteur. Donc avoir une communication, un site internet dédié à cette activité. Et ça nous a permis d'avoir une visibilité sur le web, donc de capter des clients, de nouer des partenariats aussi auprès de beaucoup d'acteurs de l'immobilier, parce qu'on était des spécialistes. Donc là, nouveau business. Et aujourd'hui, Amaris Immo, c'est 20 000 clients partout en France. On en gagne 5 000 par an. Donc c'est l'activité, c'est l'une des activités qui se développe le plus aujourd'hui. Donc c'est la nouvelle un peu. Il y a eu donc on a toujours eu des activités qui ont grossi beaucoup, mais ce sont pas les mêmes sur les 20 ans. Okay. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est aussi nombreux, c'est que en fait on va faire 35 millions de chiffre d'affaires, mais c'est parce qu'on développe des activités qui souvent ont des croissances importantes, d'autres deviennent matures, et c'est l'ensemble de ces activités qui fait qu'on a un portefeuille complètement diversifié. Ouais. Et il y a combien de filiales chez Amaris Group ? Globalement, quand on consolide nos comptes, on a une quinzaine de filiales. Ok. Et combien de bureaux à travers la France ? Alors en bureau, aujourd'hui, on a une quinzaine de bureaux. Ok. Voilà. Et une grosse activité à distance, hein, oui. notamment sur Immo, sur Direct, sur la paye aussi. La paye, c'est un secteur qui se traite beaucoup à distance. On fait 20 000 payes par mois, donc avec un service de 55 personnes. Et là aussi, on a filialisé une activité en 2017 qui s'appelle Touche pas à la paye. Et cette activité, elle faisait 300 000 euros à l'époque. Mais le fait d'être visible, de montrer encore une fois qu'on est un pure player de l'externalisation de la paye, on capte des clients qui viennent chez nous que pour la paye, pas pour l'expertise comptable. Ouais. Donc c'est plus des PME, des boîtes de 20 à 500 salariés. Et aujourd'hui, sur cette activité, sur Touche pas la paye, on fait 2,5 millions de chiffres. Donc c'est des gros développements. Ouais. Mais c'est parce que on met toujours cette recette qui est visibilité, niche, et montrer qu'on est des spécialistes, quoi. Ouais, et aussi aller à des endroits qui sont pas trop exploités. Voilà. C'est ce que tu... Ouais. Bon, l'externalisation de la paye,
ça l'est. Tous les cabinets le font. Oui. Sauf qu'ils ne font... C'est noyé un peu dans leur activité parfois globale. Et donc, c'est pas forcément super visible quand on est une PME d'aller dans un cabinet d'expertise comptable, alors que nous, en fait, ils vont chez Touche pas à la paye, ils vont pas chez Amaris. Oui, c'est indépendant. Enfin, ils viennent pour une raison bien précise et pas... pour la paye, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ok. Côté entrepreneuriat, quel est le rapport ? La question elle est un peu particulière. Si c'est pas assez clair, tu me dis, je réexplique. Mais quel rapport tu entretiens avec l'entrepreneuriat ? Quel rapport j'entretiens avec l'entrepreneuriat ? Oui. Alors, j'essaie de guider un peu plus la question. Est-ce que c'est quelque chose, une compétence qui est dans tes veines ? Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à développer tous les jours ? Est-ce que tu as été pris de passion pour l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, ça veut dire quoi ? C'est créer des activités, faire en sorte que ces activités fonctionnent, se développent, que nos collaborateurs s'épanouissent, parce que sans nos collaborateurs, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, l'entrepreneuriat, ce qui m'anime, moi, c'est de vivre toutes ces aventures, quoi, qui font que bien, parfois ça marche pas. On a créé des activités qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est le lot de tous les entrepreneurs. Et parfois en France, l'échec n'est pas très bien vu. Mais ça fait partie de notre activité, de créer des choses qui parfois ne fonctionnent pas, et d'autres parce qu'on n'est pas là au bon moment, parce qu'en fait on a oublié un paramètre. On peut avoir la plus belle idée du monde, mais si on n'est pas en phase avec le marché, ou si on a oublié qu'il y avait un concurrent qui est bien plus fort que nous et qui sort quelque chose qui fait que ça peut pas fonctionner. Donc moi, j'essaye de faire en sorte de développer des activités qui sont plus des activités en masse, qui nécessitent du process, parce que c'est quand même un peu notre spécialité, qui nous permettent de traiter du volume tout en faisant de la qualité auprès de nos clients. Donc c'est des challenges importants. Quand on regarde sur IMO, quand on acquiert 500 nouveaux clients par mois, y a tout un process pour que le client soit satisfait. 500 par mois. Donc il y a des process à la fois hommes et techno. On a investi beaucoup dans la techno, dans un outil de CRM qui nous permet de suivre tout ça. Et puis on a développé nos propres plateformes pour que les clients puissent déposer leurs documents, pour qu'on puisse communiquer plus facilement avec nos clients. Donc c'est des investissements importants. En fait, et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est faire en sorte d'investir et de toujours se remettre en cause, parce que on peut rapidement être démodé, ou se faire dépasser par un concurrent qui est meilleur que nous, ça c'est sûr. Donc ça nous oblige à être humble. L'entrepreneuriat, faut faire super gaffe, hein. Faut jamais prendre la grosse tête, parce que ça peut tomber très vite. On peut très bien avoir des belles années, et puis tout d'un coup le marché soit il se retourne. Mais nous, ce qu'on a constaté dans les développements de nos activités, c'est qu'il y a souvent eu l'arrivée de concurrents qui sont arrivés, ou un marché qui se consolide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à nous remettre en cause constamment, quoi. Mais est-ce que l'arrivée d'un concurrent, du coup, c'est pas plutôt positif, parce qu'on se dit, en fait, c'est pertinent ce qu'on fait. Oui, tout à fait. D'autres qui s'y lance. Ça a un côté positif, ça a un côté un peu chiant aussi, mais forcément. ça a un côté positif dans le sens où
s'il y a des concurrents qui arrivent, ça veut dire qu'il y a un marché, effectivement. Mais et nous, il faut qu'on soit au niveau et qu'on ait un temps d'avance à chaque fois. Ouais. Donc, c'est un peu le but du jeu à chaque fois. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un état d'esprit ou des valeurs qui favorisaient, à avoir, qui favorisaient la réussite des projets, mais en général? Ouais. Alors, déjà, pour aller vite, et c'est souvent, on l'observe pas forcément beaucoup dans les cabinets d'expertise comptable, c'est que nous, on a un service dédié au projet. Et donc, on a des personnes qui sont chefs de projet, qui ont été formés pour ça et qui traitent tous les projets transversaux d'Amaris. Et donc, ça permet, parce que qu'est-ce qui se passe dans les cabinets d'expertise comptable plus classiques, c'est qu'il y a deux périodes. Période fiscale, on ne fout plus rien, à part s'occuper des clients. Donc pendant 6 mois, c'est blackout. Vous ne pouvez plus faire de podcast avec les experts comptables. Vous êtes au chômage technique. Et il y a le deuxième semestre. Et donc, ça veut dire que les projets, ils n'avancent pas pendant 6 mois. La plupart du temps, c'est ça. Parce qu'il y a toujours des priorités de servir le client, de fournir les liasses fiscales à temps, les bulletins de paye à l'heure, etc. Nous, comme ce n'est pas les experts comptables qui gèrent les projets, eh bien, les projets, ils avancent aussi vite au premier semestre qu'au deuxième. Donc et ça nous permet d'aller plus vite et de sortir des outils qui peuvent être sortis en 6 mois au lieu d'1 an et demi. Les décisions se prennent vite aussi. On ne passe pas des heures en comité de direction pour valider parfois des choses. Ouais. Pas besoin. Non. Ça peut aller très vite. Donc on a développé des outils, notamment sur IMO, un outil qui s'appelle IMO Solo, qui permet aux clients justement de faire ses déclarations tout seul. On pourrait dire c'est contraire à notre métier parce qu'on va le perdre en expertise comptable puisqu'il va faire les choses tout seul. Mais non, il va utiliser notre outil et plutôt qu'utiliser l'outil d'un autre. Donc, on a cet ADN qui est l'innovation et faire en sorte qu'on on peut développer des choses pour nos clients, nous-mêmes. Alors oui, on a des développeurs, on a recruté. Donc là aussi, on investit en interne. On a une quinzaine de développeurs parce qu'on est propriétaire de nos outils et tout ce qui est tous les outils que nous mettons à disposition de nos clients, ce sont nos outils à nous. Donc on est maître de notre roadmap. C'est ça aussi qui nous permet peut-être d'aller plus vite et de déceler les fonctionnalités qu'on va rajouter, etc. Oui, donc vous proposez à vos clients tous les outils que vous-même vous maîtrisez. Ouais. Avant Amaris, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as créées? Est-ce que tu as eu d'autres expériences entrepreneuriales? Non. Non, parce que avant Amaris, moi j'ai fait de l'audit, 3 ans d'audit à Paris. Après, j'ai travaillé 6 ans dans un cabinet régional à Nantes. Et donc, j'ai pas eu l'occasion d'entreprendre autre chose. Mais en fait, l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est de créer sa première entreprise. Ouais. Justement, qu'est-ce qui t'a fait te dire je me lance? J'ouvre ex nihilo. En fait, depuis longtemps, je voulais le faire. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas les aides comme aujourd'hui, type Pôle emploi, où on peut être au Pôle emploi et créer son entreprise. Donc, il fallait que... j'avais déjà 2 filles. Il fallait que ma femme obtienne un CDI. Et le jour où elle l'a obtenu, j'ai donné ma dème. Donc, c'était déjà dans les gènes. Oui. T'attendais le bon timing. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Et puis après, tu te démerdes. Ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté.
En fait, c'est aussi ça qui nous anime, c'est la liberté. On est libre. Et là, tu te sens toujours libre chez Amaris? Ouais. Ouais. Oui. Après, on a des responsabilités on a des responsabilités, des clients, etc. Mais tu l'as choisi. Mais on a cette liberté qui fait que on peut décider d'avancer à tel endroit, d'orienter, même si on a des actionnaires au-dessus de nous, des financiers, etc. Mais on a cette liberté quand même. Et ça n'a pas de prix, ça. C'est clair. Et donc, création du cabinet à Guérande. Quels ont été les... Enfin, du coup, on passe d'un cabinet, petit cabinet, à, tu disais, plus de 550 collaborateurs. J'ai compris que dans les grandes étapes du développement, il y avait la création de ECL Direct. Donc, il y a eu ECL Direct, il y a eu Amaris Contact, qui est le cabinet de proximité qui s'est développé aussi, en ouvrant des bureaux de proximité, puisqu'on a ouvert des bureaux à Lyon, à Paris. On a 6 ou 7 bureaux en Loire-Atlantique. Et on a repris un cabinet à Lorient et Quimperlé. Et on va s'implanter à Bordeaux prochainement. Donc ça, c'est de la proximité, les cabinets de proximité. Et c'était quoi la question? C'était les grandes étapes. Et après, comme je le disais, à chaque fois, on a développé des activités qui se sont fortement développées. Donc, par exemple, un ECL, on est passé de 0 à 7 millions, 7 millions 5. Un IMO, on est passé... en 2018, on faisait 1 million de chiffre d'affaires sur IMO. On va faire 10 millions, là. Donc, c'est des activités qui... et en 2018, on était 200, on est 500. Donc, ça effectivement progresse beaucoup. Et on souffre dans notre profession. En fait, nous, on a nos principales valeurs. C'est ce que je disais. C'est la confiance, l'autonomie, l'innovation. Et ça, c'est nos principales valeurs. Bienveillance, bien sûr, mais tout le monde le dit ça. Mais c'est pas du flanc, et c'est ça qui fait qu'on peut se développer. C'est que on a des... il y a beaucoup d'autonomie chez nos collaborateurs, qui fait que le turnover, il est plus faible qu'ailleurs. Et on travaille beaucoup la marque employeur. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde est confronté au problème de recrutement, dans notre profession et ailleurs. Et donc, pour plus facilement recruter, il faut avoir une marque employeur qui soit visible. Et on a beaucoup, nous, investi dans l'acquisition client. Donc, dans tout ce qui concerne l'acquisition client, le market, les sites web, les services qui vont avec, etc. Mais peut-être moins dans l'acquisition de talents, RH. Et c'est pour ça que... mais ça ne sert à rien d'acquérir un client si on ne peut pas les produire, si on ne peut pas recruter des gens. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit plus visible que notre marque employeur, où on a beaucoup de choses à montrer, soit beaucoup plus visible. On a recruté une responsable de la marque employeur et on consacre des budgets beaucoup plus importants aujourd'hui sur ce secteur-là, et on en voit les effets depuis 6-8 mois où c'est beaucoup plus facile de recruter, plus facile on est plus visible, et on a fait tout un tas d'actions, et notamment une vidéo sur notre marque employeur, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui a fait un gros buzz. Un gros carton. Puisque on est à plus de 80 000 vues sur LinkedIn. Donc c'est énorme. Ça a marché. Oui, comme quoi les efforts payent, et puis et que c'est pertinent en fait. Ouais, puis en fait ça paye parce que sans doute
c'est naturel. Enfin, c'est Ouais. pas Du pipeau, du c'est vent. pas du pipeau, Non, c'est pas vous- forcé. C'est nous, quoi. Et puis c'est ça que... Donc là, je parle j'enrôle le rôle de Ouais. candidate. Ouais. J'ai beaucoup de gens de ma classe qui cherchent des offres pour après leur master. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment de l'honnêteté, de la transparence. Mm. Donc c'est hyper qualitatif de voir une vidéo où tu as l'impression que les gens en face de toi sont honnêtes Ouais. et sont eux-mêmes. Il y a pas de... On te vend pas du vent, on te montre quelque chose qui est réel, concret. Les gens, ils sont vraiment au travail, c'est vraiment comme ça que ça se passe et c'est inspirant. Voilà, et puis, ce côté décalé Ouais, où je joue un rôle un peu d'un expert comptable un peu has-been qui fait que ça détonne, et là aussi on sort un peu du cadre, quoi. ouais, bah, Putain, ils ont osé faire ça. Mais en fait, c'est nous, hein, puisque nous, on aime bien. vous êtes comme ça, ouais. Ça Voilà, fait on est comme partie ça. de l'identité Et, d'Amérique, ouais. et aussi, on aime bien, on adore la convivialité. C'est l'une de nos valeurs fortes aussi. Et cette convivialité, elle transpire dans cette vidéo. On fait tout le temps des événements qui sont attendus par nos collaborateurs, des spectacles, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et tout le monde, souvent déguisé d'ailleurs, et tout le monde attend ça. Ouais. Et ça, ça fait partie de notre ADN chez Amaris, c'est de travailler dans la bonne humeur, parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec des ondes négatives. On passe suffisamment de temps au travail pour que si on travaille dans des ondes négatives, on se sent pas bien, et c'est C'est tout qui va pas bien après. et tout voilà, et donc nous on essaye de faire en sorte que que tout le monde puisse travailler dans une bonne humeur, et Ouais. que les choses, voilà. Après, comme on a été confronté, comme tout le monde, à des problèmes de recrutement, parfois ça peut poser problème, de surcharge de travail, etc. Mais on essaye malgré tout de pallier. Puis on a des saisonnalités qui sont importantes, hein. Et ce sont ces saisonnalités qui sont dures à gérer parfois. Parce qu'on peut avoir plein de boulot, puis une période beaucoup moins, notamment sur IMO, où les déclarations, c'est tout au mois entre janvier et mai. Et si on... Il n'y a pas le choix, il y a les délais. Et donc, ça génère des surcharges de travail. Donc, il faut faire en sorte que ce soit compensé après. Ouais. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils peuvent la retrouver sur LinkedIn ou Sur YouTube. Sur YouTube aussi, Ouais, en tapant Amaris, Ouais, Inside Amaris. Inside Amaris. Ok. Et idéalement, faut qu'ils s'abonnent à cette chaîne. Effectivement. Voilà. Ça fait quoi d'embaucher son premier collaborateur quand tu t'es lancé et que ça y est, tu t'es dit, t'avais Ouais. besoin d'étoffer ton équipe, enfin, de Ouais, créer une il y équipe, a un du coup. sentiment. On est content. Ouais. C'est une phase, hein. C'est une première embauche. C'est une phase importante, c'est sûr. Et la deuxième embauche, elle est toujours présente chez oui, ça, Amaris. c'est- Hein. Donc, combien d'années de ça fait fidélité 2001, ça fait 22 ans. Waouh. Ouais, Eh ben, donc, comme quoi. ouais. Et Et ça aussi, c'est satisfaisant. bah oui. C'est aussi satisfaisant que de recruter son Et premier. puis j'imagine que cette personne, elle a évolué du coup dans Amaris. Ouais, elle est responsable de toute la partie du service paye à Guérande. Mhm. Donc, elle gère un service de 25 personnes. Donc, Ouais. c'est effectivement un beau parcours. C'est Ouais, clair. ouais. Est-ce que tu te souviens, pour le premier poste ou le deuxième, c'était pour quel type de poste que tu cherchais? Le premier poste, c'était un collaborateur comptable. Collaborateur, ok. Le deuxième poste, c'était une gestionnaire de paye. Ok, Classique. ouais. Et tout à l'heure, tu disais que parmi les associés, il y avait une partie qui était expert comptable, je sais plus combien Ouais. tu as dit, et une partie qui n'était pas. Donc en fait,
En gros, ce sont quasiment tous les chefs de service qui sont associés. Ok. Et, Parce que la règle, je crois, c'est il faut qu'au moins 51% du capital soit détenu par des par experts. des experts comptables. Ok. Ouais. Bah, c'est bien, en fait, vous permettez... Donc ça laisse le choix. Oui. Les 49. Ça laisse des Bah, opportunités. nous, parmi nos actionnaires, on a effectivement des experts comptables. On a de nombreux associés chefs de service. On a des fonds d'investissement parce qu'il a fallu financer tout ce développement aussi. Mhm. Et donc, on a eu besoin qui nous accompagnent. Et voilà. Donc, et ces associés, donc beaucoup d'associés qui travaillent dans la boîte. On est présent en Belgique aussi. Ok. Là aussi, on va là où les autres ne vont pas. Et en Belgique, eh bien, on a démarré notre activité en 2020. Et là, cette activité, elle s'est faite surtout par des croissances externes. Et aujourd'hui, on fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires là-bas. Donc, en fait, l'objectif au départ, c'était de déployer un ECL direct en Belgique. Ça n'existait pas. Ok. Et donc, on a repris... alors, les cabinets d'expertise comptable en Belgique s'appellent des fiduciaires. Donc, on a repris une fiduciaire qui était complètement digitale. Et tout ça lié à des rencontres. En fait, souvent, nos développements, ils sont liés à des rencontres avec des gens et ça se passe bien. Et le fait de discuter avec eux naît des idées pour de business. Et donc là, l'objectif de ce rapprochement en Belgique, au départ, c'était d'utiliser le web pour capter des clients en Belgique. Le web. Et donc, ça n'existait pas. Donc, on l'a fait. Après, la Belgique, c'est un peu plus petit pays, et donc c'est plus une région. Et donc, notre modèle a dérivé plus dans un mélange de distance physique. Et on a repris des cabinets derrière. Et aussi des cabinets de niche. C'est-à-dire que là aussi, comme on aime bien les métiers de niche, eh bien, on a une fiduciaire qui est spécialisée dans la pharmacie, une fiduciaire qui est spécialisée dans les médecins, médecins et dentistes. Et donc, tous ces métiers de niche, de spécialistes, fait qu'on a une diversité de nos portefeuilles aujourd'hui qui est super importante et intéressante parce que si ça merde à un endroit, ça marche dans l'autre. Donc, c'est sécurisant aussi. Ouais. Notre diversification fait qu'on a sécurisé nos activités. En fait. J'ai l'impression d'être face à un cas d'économie de quand j'étais en BTS où on devait justement déterminer et trouver quels étaient les avantages de diversifier en fait son activité. Et là, tu l'expliques clairement, ça apporte énormément de sécurité. Sécurité. Ouais. Et puis aussi, vous étendez plus largement en fait votre réseau. C'est ça. C'est impressionnant. Pour recentrer un petit peu sur toi, aujourd'hui, quelles sont tes missions ? Moi, mes missions, c'est je supervise toute la partie. Alors, aujourd'hui, on a un comité de direction et on a un directeur général qui s'appelle Cédric Gabory. Et donc, on s'est réparti des supervisions d'activités. Moi, je m'occupe plus particulièrement d'IMO, des croissances externes, et de la finance. Et puis après, il y a toutes les activités. J'ai encore quelques clients. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu t'as conservé historiques. Ouais. Que je vois. C'est de plus en plus rare, mais oui, il y en a encore quelques-uns. Et puis autrement, c'est quand on est
aussi nombreux, c'est le développement des filiales, le développement des, des, des constructions de bureaux. Là, on a 2 constructions qui vont commencer en 2024, hein, de nouveaux bureaux où on est implanté, mais on construit. Beaucoup de points internes. J'ai beaucoup de points sur l'activité logicielle, édition de logiciels, des points sur avec on est organisé des points hebdomadaires avec un certain nombre de collaborateurs pour suivre les activités. Donc on chôme pas, c'est sûr. Je vois ça. Après, J'imaginais pas que en tant qu'expert comptable, on pouvait être amené à faire autant de choses. C'est ça que j'adore dans les podcasts, c'est qu'à chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Et c'est hyper instructif de voir que... mais après, ça dépend aussi de la taille du groupe dans laquelle c'est sûr qu'au départ... t'appartiens. Mais oui. Et est-ce que tu es un peu nostalgique de certaines tâches que tu pouvais faire avant et qu'aujourd'hui, Non. T'es content de tout ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. D'un point de vue général, que ce soit via Amaris ou pas au travers d'Amaris, quels sont les gros défis entrepreneuriaux auxquels tu as fait face? Est-ce que tu as des coups durs qui ont été vraiment compliqués à gérer dans ton expérience entrepreneuriale? Oui, le principal coup dur, ça a été, je disais qu'on avait cofondé ECL Direct à une époque. Et à un moment, il y a eu un divorce avec cet associé. Et ce divorce a entraîné beaucoup de choses, puisque c'est comme dans la vie, les divorces, c'est jamais très, très marrant. Et donc, ça a eu pour conséquence une lutte de pouvoir sur ECL, justement, qu'on a gagné puisqu'on a racheté l'ensemble des parts en 2018 de ECL. J'explique ça dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Itinéraire d'un bousculateur. Et donc, qui est vendu sur Amazon. Je fais ma pub. Oui, bah, tant qu'à faire. Et donc, ça a été une partie difficile parce qu'on n'était pas du tout en phase au niveau stratégique. Et donc, ça a généré des problèmes aussi dans l'activité, des problèmes de trésorerie. Et donc, tout ça a fait qu'à un moment, c'était pas simple. Et que malgré tout, il fallait préserver les équipes. Donc, il fallait garder ça pour soi. Et que ça ne transpire pas dans... Quand je parlais d'ondes négatives, en fait, l'objectif, c'était pas de transmettre toutes ces ondes négatives. Et donc, ça a été un épisode pas simple, mais qui s'est très bien terminé au final. Et suite à ça, il y a eu 2 nouveaux projets. Est-ce que du coup, tu t'es protégé d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a des pactes qui ont été signés pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation? Mais on a beau signer des pactes, parfois, quand il faut se séparer, c'est jamais simple. Donc, on a beau signer les plus beaux documents du monde, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, voilà. J'imagine. Mais ça a permis, le côté positif, c'est que ça a permis à Amaris de prendre un nouvel envol et d'avoir une nouvelle liberté, justement, en 2018, sur l'ensemble du groupe et de le développer comme on le voulait. Et d'ailleurs, on voit bien, depuis 2018, on faisait 12 millions de chiffre d'affaires, on fait 35 maintenant. Donc, ça, quand on n'a pas de problème de gouvernance, etc., on peut se consacrer beaucoup plus de temps à l'opérationnel et au développement. Oui, c'est sûr. Et puis après un épisode comme ça, on doit relativiser aussi sur beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, ouais. Et se sentir sûr de ses choix et encore plus motivé parce que
l'étape était difficile, mais elle est passée. Mais les associations, ce sont des mariages, et donc Ouais. parfois, il y a des divorces. Oui. C'est ça. Bon là, C'est la vie. c'était une question un peu sur un coup dur, mais il y a sûrement des, euh, comment dire, des événements hyper positifs que tu as vécu. Est-ce que tu voudrais en partager un? Il y en a trop pour choisir? Si, il y a à un moment, notamment par exemple sur ECL Direct, Mhm. je disais qu'on n'était pas très bien aimé de la profession, on était un peu les pestiférés. Et en 2014, au congrès des experts comptables à Lyon, le thème c'était Oser innover. Et là, on a été mis en avant. Et j'ai été interviewé au Conseil supérieur euh, pour parler d'ECL. Et cette vidéo, elle a été retransmise en plénière de clôture. Donc on passait du bon côté. Ouais. Et ça faisait plaisir parce qu'en fait, on a créé ça en 2008. Et c'est qu'en 2014 donc 6 ans après, qu'on était un peu donné en exemple. Ouais. Et que notre modèle était devenu un positionnement marketing dans la profession. C'est-à-dire que là aussi, il faut, quand on vient à l'école, les positionnements, les vaches à lait, Oui. En haut à gauche, en haut. voilà, Oui, c'est nous, ça. on était un positionnement marketing un peu spécial, qui était le à distance, la niche, etc. Ouais. Et donc, on parlait d'ECL Direct dans le cadre de ce positionnement. Et ça, c'est quelque chose de sympa parce que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces, devient un positionnement marketing. Ouais. Et donc, on parle d'Amaris depuis tout à l'heure, mais Ouais. comment ce nom, il est venu? C'est quelque chose qui a été créé en brainstorming un soir, tout simplement. Il fallait qu'à l'époque, il fallait que ça commence par A parce qu'il y avait l'annuaire encore. Ah oui. Et amarré. Déjà, il y avait déjà. Un peu l'histoire avec le bateau. Ouais, avec la mer. Le is était à la mode à l'époque. Il y avait plein de trucs qui se terminaient par is. Donc Amaris. D'accord. Et dans ta vie chez Amaris, qu'est-ce qui t'a permis d'être toujours un peu en avance sur les projets et les offres que tu proposais au marché? Après, je sais pas. C'est être en veille sur ce qui se passe autour de nous. C'est être en veille sur le comportement de nos clients et sur ce qui se passe dans toutes ces avancées technologiques, etc. C'est le rôle d'un entrepreneur, c'est le fait d'être en veille, c'est important parce que c'est là où les idées viennent quand on regarde ce qui se passe et quand on se dit tiens, il y a un marché, mais c'est parce qu'on a été en veille. Par exemple sur IMO, la location meublée au départ, c'était les résidences gérées. Donc tout ce qui est résidence étudiante, les EHPAD, les résidences seniors. Mais après, il y a eu l'arrivée du Airbnb. Et donc en 2013, on se disait, c'est évident que le Airbnb, ça va exploser, etc. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont louer en meublé et donc qui vont devoir faire des déclarations, Ouais. etc. Donc on va filialiser cette activité. Donc on est on est toujours en veille pour pouvoir essayer de déceler les opportunités, quoi. Et ça, c'est côté client. Et du coup, en interne, j'ai cru comprendre que vous aviez un management participatif. Donc, vous faites aussi une veille auprès de vos collaborateurs? Non. Comment dire le management participatif, c'est rendre nos collaborateurs autonomes. Donc, ça veut dire que quand ils sont responsables d'un service, ils le gèrent, hein, et ils n'en réfèrent pas forcément
pour tout à un supérieur. C'est un peu... j'aime bien ce côté entreprise libérante. Nous, on est une entreprise libérante. Et on fait en sorte que les... Et donc, c'est ça qui fait que je ne suis pas au courant de tout, évidemment. Quand il y a 550 personnes, évidemment que si je voulais être au courant de tout, je pèterais les plombs, quoi. Ouais. Mais oui, je comprends. Je sais pas. Voilà, mais donc le management participatif, ça sert à pas péter les plombs. On approche à la fin du podcast. Il reste quelques questions. J'ai une question par rapport à l'ordre au conseil de l'ordre des experts comptables. Est-ce que c'est un projet qui te plairait de siéger là-bas, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps. Et donc, mon investissement dans la profession, il est chez Amaris et il est de montrer qu'on peut être attractif. Et donc, je trouve que mon utilité, elle est plus chez Amaris que dans un conseil régional où je travaillerai sur l'attractivité, quoi. Ouais. Parce que là, on peut montrer vraiment concrètement auprès des étudiants, que c'est pas si vieillot que ça, quoi, le métier, et que cette idée qu'on peut avoir du comptable, elle est parfois fausse, et c'est en montrant qu'elle est fausse que je trouve que mon utilité est plus importante. Je comprends. Quelle est ta vision de l'avenir de la profession de l'expertise comptable ? Le mot expert comptable, c'est une marque forte en France. Moins dans d'autres pays, mais en France, c'est une marque forte. Et donc, c'est important de bien l'exploiter. Alors oui, il va y avoir des gros changements sur l'automatisation de la comptabilité, mais on en parle depuis 20 ans, mais là, les choses s'accélèrent. Et ça s'accélère un peu comme le réchauffement climatique, quoi. On est dans une courbe exponentielle de l'automatisation avec un aboutissement qui va être la facture électronique bientôt. Donc, nos métiers vont changer, évidemment. Et il va falloir qu'on s'adapte et que nos collaborateurs s'adaptent à ce nouveau mode de fonctionnement qui sera plus de l'accompagnement auprès de nos clients, du conseil, plutôt que de faire de la compta pure et dure qui va s'automatiser de plus en plus. Donc ça, c'est un gros changement dans les années, dans les 5 prochaines années. Donc en 2030, c'est sûr qu'on sera sûrement dans un fonctionnement complètement différent, mais malgré tout, nos clients TPE, même si on est dans de l'automatisation, ils auront toujours besoin de conseils, d'accompagnement, de tout un tas de choses, de bulletins de paye, etc., qui fera que on devra être présent. Et le paradoxe, je pense, c'est que bien qu'on soit dans l'ère tout techno, etc., les hommes seront super importants dans cette histoire et que c'est là où on fera la différence. C'est par les hommes, sans doute pas par la techno. Non, la relation... par la relation client. Qu'il va y avoir, exactement. Ouais. Voilà. Dans 10-15 ans, tu te vois où ? 10-15 ans, dans 15 ans, je serai sans doute peut-être sur un bateau. Ok, trop bien. Dernière question pour clôturer le podcast. Si tu étais un compte comptable du PCG, lequel serais-tu ? Bonne question. Ouais. Lequel je serais ? Je serais un compte d'immobilisation. Un compte d'immobilisation incorporelle parce qu'on investit... parce que quand on investit dans de l'incorporel, on investit on peut investir dans des clientèles, dans des logiciels, on investit dans le futur et donc on investit dans un actif
qui est important pour l'entreprise. Donc, je me verrais bien un petit compte 207. Ça marche. Merci pour ta réponse. Merci pour d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir accueillis ici à Amaris Group à Saint-Herblain. J'espère que tu as passé un moment agréable. Très agréable. Merci, Judy. Et si on veut te retrouver quelque part ou si on veut te contacter, on peut le faire sur LinkedIn ou... Ouais. Super. Et à bon entendeur. Et je te souhaite une bonne... Ils peuvent me suivre sur LinkedIn. Aussi. Je te souhaite une bonne journée. Et suivre Amaris Group aussi. Évidemment. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.